Vous écoutez l'affaire Stéphane Dietrich, deuxième partie. Après la fin de la garde à vue de Christophe Blain, les policiers sont dans l'impasse. Mais en parallèle, un de leurs collègues mène une enquête avec une hypothèse. Stéphane Dietrich aurait été victime d'un tueur en série. En 1994, je travaille à Montbéliard, commissariat central de Montbéliard. Alain Duvernois, enquêteur. J'ai en charge une enquête qui remonte à 1991, où nous avions découvert le corps d'un jeune homme aussi dans le même créneau d'âge, de 25 ans, qui avait été tué par de multiples coups de couteau dans un foyer de travailleurs. Et à l'occasion de cette enquête, nous avions fait un rapprochement avec un autre meurtre qui avait été commis quelques semaines avant, à Colmar, où un jeune homme homosexuel, avait été tué aussi exactement de la même manière. J'ai pensé que éventuellement, ça pouvait être lié, vu le profil des victimes, vu le mode opératoire qui était un meurtre à coups de couteau. Et c'est pour ça que j'ai été amené à m'intéresser donc à l'affaire Stéphane Dietrich. Cette piste du tueur en série, donc qui vise un individu en particulier, était assez intéressante parce qu'en effet, on trouvait trace de cet homme à un moment donné, à cette période-là, au niveau du Bois-Joli. Alexandre Chevrier, procureur en charge de l'affaire en 2013. Qu'il est susceptible d'avoir effectivement fréquenté dans le cadre de rencontres à caractère homosexuel. Il y a eu un suspect qui me paraissait très plausible. C'est un Mulhousien qui était assez connu dans ce milieu-là, qui était transformiste, dont tout le monde avait peur, qui a été interpellé, contre lequel on a récolté des éléments que le magistrat instructeur a trouvé pertinents au départ, suffisants pour le mettre en examen. La juge des libertés n'a pas voulu le mettre en détention provisoire, et je pense que c'est ce qui a en grande partie cassé la dynamique de l'affaire. On n'a pas pu recueillir d'éléments de preuves tangibles, concrets, pour étayer cette hypothèse. Donc cet individu n'a pas été judiciairement inquiété dans le cadre de l'affaire Stéphane Dietrich. Le fait que sexuellement, il attaque des jeunes hommes. Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. Certaines femmes aussi prostituées, etc. Il y a une liste qui est donnée. Et puis, bizarrement, c'est quelque chose qui ne tient pas longtemps, la route. Donc là aussi, chou blanc. Il y a une personne qui a sonné à la maison familiale, mes parents étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Il le voit et il dit « Mais c'est pas votre fils qu'on voulait tuer, c'est moi. » Et je vous le dis, c'est une erreur, c'est une méprise, c'est moi qu'on voulait tuer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, même si le visage est moins fin que celui de mon frère au niveau des traits et autres, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, on peut pas la nier. Dominique Egloff est un militant écologiste qui est très engagé contre les Eurokéennes. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Et il donne plein de détails qui permettent de mieux comprendre la situation. Il est victime de vengeance. On a empoisonné son chien. Il soupçonne même que quelqu'un a crevé les pneus de sa voiture. Et il reçoit de nombreuses lettres de menaces, et des menaces de mort notamment. À l'époque, Dominique Egloff affirme que ce jour-là, il fait signer des pétitions dans les rues de Belfort. Qu'il est habillé d'un short et d'une chemisette, exactement comme Stéphane Dietrich. Donc évidemment, dès qu'on nous parle d'une piste, on se dit, bon, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à chercher. Henri, ami de Stéphane. Moi, je me raccroche à toutes ces pistes-là. Je me raccroche. Donc on fait les vérifications d'usage, on s'intéresse aussi à la personnalité de Monsieur Egloff. Bon, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui peut être un peu fantaisiste. En tout cas, cette piste-là, elle est très rapidement abandonnée. C'est une piste complètement fantaisiste. Monsieur Egloff, bien sûr, a fait perdre du temps, énormément. Alexandra, amie de Stéphane. C'est un espoir encore pour la famille qui tombe. Je me dis, mais encore ça à supporter, quoi.
Le 15 octobre 2001, faute de piste, faute de suspect, la justice rend un non-lieu. Cette décision de la justice est très mal prise par la famille. Sylvain va redoubler d'efforts pour relancer l'affaire. Les années passent, on ne sait donc toujours pas ce qui s'est passé réellement. Sylvain se bat pour que le dossier soit toujours ouvert, qu'il n'y ait pas de prescription. Il y a prescription après 10 ans. 10 années passent très très vite. Surtout quand vous avez des gens à la tête de l'institution justice qui ne fait pas son travail. On crée une association, les amis de Stéphane Dietrich, pour aider à ce que l'affaire de Stéphane ne tombe pas dans l'oubli. Les années passent, notre travail, il va être décuplé. On va avoir une force encore, on va redoubler de force pour être ténacité, de volonté pour continuer le combat. J'avais mon activité professionnelle du jour. Une fois le dîner englouti, ça a été pendant des années un travail de fond qui durait jusqu'à 1h, 2h du matin. Sale nuit d'été, c'est son corps qu'on a retrouvé. On l'avait jeté à terre. Je ne reverrai plus mon frère. Donc il organise des concerts à Paris, il organise des concerts à Belfort pour continuer à faire ne pas oublier Stéphane. Le jour de sa mort, il y avait un petit truc, il mettait une gerbe, il mettait des fleurs. Yves, ami de Stéphane. Donc Sylvain relançait tout le temps. Il y avait un article à chaque fois dans le journal. J'ai jamais perdu espoir. Je savais que tôt ou tard, je ne sais pas comment, mais je savais que tôt ou tard, la personne sera arrêtée. On a la venue d'un nouveau procureur à Belfort, un homme qui va nous donner, nous, à ma famille, une autre vision de la justice. Je reçois une demande de rendez-vous de la part de la famille Dietrich, donc Sylvain et sa mère. Alexandre Chevrier, procureur en charge de l'affaire en 2013. Je les écoute et leur demande est de faire réouvrir l'information judiciaire. Et je ressens chez eux une très forte détermination. Quand je ressors le dossier, il m'importe également de ressortir et de vérifier l'ensemble des scellés. Parmi ces scellés, il est retrouvé des cheveux et des poils qui ont été aspirés dans le coffre du véhicule de Christophe Blint, donc au moment de l'enquête initiale. Ils sont transmis aux fins d'analyse auprès d'un laboratoire scientifique. Et puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, le laboratoire m'appelle et me dit « Ça y est, on vient de trouver un élément pileux qui appartient à Stéphane Dietrich ». Donc là, on tient l'élément nouveau, susceptible de constituer des charges nouvelles et susceptible d'entraîner la réouverture de l'information judiciaire. Et là, c'est formidable, parce que ça veut dire que c'est reparti pour une session avec une prescription qui peut courir encore, et c'est formidable, ça. C'est de l'espoir pour ma famille. Ce cheveu, en tant que tel, ce n'est pas une preuve irréfutable, évidemment, de la participation, de la culpabilité de Christophe Blint. Mais une fois que le dossier est réouvert, tout redevient possible. C'était ça l'objectif. Tout redevient possible. Pour peu qu'on ait des enquêteurs motivés et pour peu qu'on ait un brin de chance. Et c'est manifestement ce qui s'est passé par la suite. Les efforts conjugués du procureur et de la famille permettent aussi de faire parler de l'affaire. Articles dans la presse, émissions télé. 20 ans après sa mort, les médias s'intéressent à nouveau à Stéphane Dietrich. Une mobilisation qui va finir par payer. En 2014, deux jeunes font un déménagement dans un commerce et tombent sur un flyer des amis de Stéphane Dietrich. Ils se disent « Tiens, c'est bizarre, c'est quelque chose dont on a entendu parler ». Ils rentrent chez eux, ils regardent une émission de télé où on parle de l'affaire Dietrich. Et là,
Ça fait un déclic. Ils ont le sentiment que cette affaire, ils la connaissent. Ils décident d'aller voir la famille Dietrich. Ils évoquent qu'à l'époque, ils étaient au collège des Glacis et que leur surveillant, il s'appelait Blain Christophe. Et qu'il est proposé à l'un d'entre eux de tuer quelqu'un avec un couteau. Et il affirme qu'il a été démarché par un surveillant de cet établissement qui lui a promis une somme de 10 000 francs en échange du meurtre d'une personne. Les propos qu'il me tient sont glaçants parce que... Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. Il m'annonce qu'à plusieurs reprises, il a été relancé pour que lui et cet ami puissent tuer quelqu'un, en l'occurrence mon frère. En quelque sorte, c'était commanditer un meurtre. Donc ça, c'est un coup de théâtre. Évidemment, aussi longtemps après, un témoignage aussi important, aussi inattendu que précieux. Et cet élément va précipiter la reprise de garde à vue de Christophe Blint des années après. Christophe Blin est convoqué le 15 décembre 2015 à la police pour qu'il s'explique une nouvelle fois sur le meurtre de Stéphane. Au départ, Christophe Blint avait maintenu ses dénégations au cours des premières heures de cette deuxième garde à vue. Et à ce moment-là, les enquêteurs abattent cette carte maîtresse, ce témoignage tout à fait déterminant. Il y a dans la salle, pas très loin, le collégien, ex-collégien qui vient et qui explique ce qu'il avait demandé, ce qu'il lui avait demandé de faire contre mon frère. Et donc, voilà, il lui dit « Mais cette famille attend une réponse. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que tu te caches, tu te planques, tu ne dis pas la vérité. C'est une honte. » Et Blin, pour la première fois, va pleurer et va dire « Oui, j'ai tué Stéphane. J'ai assassiné Stéphane, c'est moi. » Christophe Blint passe enfin aux aveux, reconnaît enfin sa responsabilité dans la mort de Stéphane, 21 ans après. Lorsque Christophe Blin avoue le meurtre de Stéphane Dietrich, José Goncalves, ancien journaliste au journal Le Pays. Il évoque l'homosexualité. Aux enquêteurs, Christophe Blin raconte que ce soir-là, il ne veut plus partir avec Stéphane Dietrich parce qu'il craint que s'ils partent en vacances ensemble, la relation homosexuelle se poursuive et Stéphane Dietrich ne veut pas et il se serait mis en colère. Il l'emmène directement au Bois-Joli pour avoir une explication avec lui et ils ont, dans un premier temps, une explication dans la voiture. C'est à ce moment-là qu'ils sortent, qu'ils vont contre un arbre. Christophe Blin explique qu'il y a eu une relation sexuelle dehors, contre l'arbre. Et c'est seulement ensuite, Christophe Blin, qui est déterminé à mettre fin à cette relation, sort le couteau qu'il avait dans la voiture et donne les premiers coups de couteau dans le ventre. Christophe Blin craquait. Après ses aveux, il est incarcéré dans l'attente de son procès. Il va élaborer une stratégie de défense dans laquelle il se pose en victime de Stéphane Dietrich. Le procès s'ouvre 25 ans après les faits. C'est plus de temps que la vie de Stéphane. Un homme de 50 ans est jugé aux assises de Haute-Saône et du territoire de Belfort pour la mort de Stéphane Dietrich. C'est l'une des affaires les plus retentissantes de ces dernières années. Quand je le vois arriver pour la première fois, c'est vrai que ma maman ne le reconnaît pas. Moi, oui, mais il a changé. Moi, j'imaginais un homme abattu, vous voyez. Mais non, j'ai vu un homme combattant. Henri, ami de Stéphane. Combattant, droit dans ses bottes. Droit, hein. Droit. Pas penché, hein. Même pas une légère inflexion. Rien du tout. Je regarde son regard. C'est le regard qu'a vu Stéphane en dernier. Et c'est le regard d'un menteur.
qui a manipulé tout le monde durant 25 ans. Et ensuite, je regarde ses mains, les mains d'un tueur. Et je me sens pas bien parce qu'en fait, ça me fait énormément d'émotions. Il va expliquer que la relation qu'il a avec Stéphane est une relation qui est complètement déséquilibrée. Claire Doubliez, avocate de la famille Dietrich. Et que Stéphane fait de lui ce qu'il veut. Ce qui a marqué cette journée, c'est le témoignage des 2 policiers et ils ont insisté sur l'ascendant psychologique pris par Stéphane Dietrich sur Christophe Blain. Christophe Blain a expliqué qu'il a essayé de mettre un terme à ses rapports sexuels non consentis à moult reprises. Il va se justifier en disant qu'il est sous l'emprise de mon frère, que mon frère le harcèle. Lui, 1m90, baraqué, mon frère mince, svelte, moins grand. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est malsain. C'est quelqu'un de malsain. Il n'a fait que de pleurer et de se plaindre. Alexandra, amie de Stéphane. Et de se faire passer pour une victime. Et on va passer au crible la vie de Monsieur Blain. Et on va découvrir que c'est une vie où il évolue assez vite d'un comportement plutôt charmant à un comportement violent, jaloux, avec une problématique d'emprise. Plusieurs femmes vont être amenées à déposer plainte parce qu'au moment où il cesse de vivre avec elles, toujours à leur demande à elles, il les épie, il les suit, il les menace, il les violente. Je ne pense pas qu'après cette journée d'audience, au cours de laquelle on a évoqué la personnalité de Christophe Blain, on puisse dire en guise de conclusion qu'il est un manipulateur. Je pense qu'on a vu tout sauf un monstre dans le box aujourd'hui. Quand vous êtes envieux, malheureusement, ça vous ronge. Et ça, pour moi, c'est le mobile. Il l'a tué par jalousie parce que Stéphane réussissait et il voulait s'éloigner en quelque sorte. Il ne s'éloignait pas complètement de ses amis, mais il allait vivre une autre vie. Donc ça, c'est insupportable. 20 ans de prison pour l'assassinat de Stéphane Dietrich. Christophe Blain vient d'être jugé coupable par la cour d'assises de Vesoul. Ils l'ont condamné à l'unanimité et avec aussi la préméditation. Voilà, donc le soulagement, il est là. Justice a été rendue pour Stéphane, pour son papa qui n'est plus là, pour ses amis, pour Sylvain, pour sa maman. Bon, il est en prison, voilà. Mais on ne sait pas pourquoi. Et puis Stéphane n'est plus là. Moi, je me sens un peu frustré quand même. Il n'y a eu jamais aucune excuse de sa part. « 21 ans après, avoir des éléments nouveaux, c'est exceptionnel. C'est rare, ça ne se produit pas. Je crois que c'est l'une des rares fois où ça s'est produit en France. » Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Sans le combat du frère, jamais cette affaire n'aurait été élucidée. C'est sa réussite en mémoire de son frère. Beau combat. Beau combat. Le mystère de la mort de Stéphane Dietrich aura duré 20 ans. 20 longues années pour ses proches. Christophe Blain a refusé que son avocat s'exprime dans ce podcast. Il purge sa peine à la prison de Poissy, en région parisienne. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Nabila Saknoun. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.